On ne plaisante pas avec les concerts. On ne plaisante pas avec l'info non plus. Parce que dans un instant, vous retrouvez Hélène Zellani pour l'émission de 9h, avec aujourd'hui évidemment un retour sur ce qui va occuper la scène politique et géopolitique dans les prochains jours, certainement les prochaines semaines, c'est-à-dire cette volonté d'Emmanuel Macron de reconnaître l'État de Palestine. Ce sera pour le mois de septembre. Voilà, ce sera pour le mois de septembre. Ce n'est pas vraiment une surprise puisqu'il s'y était déjà engagé. Et cette annonce suscite la colère en Israël, celle de Benyamin Netanyahou. Nous condamnons fermement la décision du président Macron de reconnaître un État palestinien. Une telle décision encourage le terrorisme. Voilà ce que dit le Premier ministre israélien. On va bien sûr y revenir très largement dans notre émission, dans quelques minutes. Et ben on vous retrouve à 9h tout pile, Hélène. Quant à vous, chers experts, je vous dis pour certains à lundi 5h55. Pour d'autres, bonnes vacances, n'est-ce pas Greg? Bon courage sur la route. À bientôt. Bonne journée sur LCI. Bonjour à tous, bienvenue dans On ne plaisante pas avec l'info, une émission qui sera en très grande partie consacrée à cette annonce d'Emmanuel Macron hier soir, la reconnaissance d'un État de Palestine en septembre prochain. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que ça va changer? Une annonce qui suscite la colère d'Israël, mais aussi des États-Unis. Tout ça, on va en parler avec nos invités, mais tout d'abord, c'est l'heure du journal de Catherine André. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Vous en parliez, ce coup de tonnerre, ce tournant diplomatique. La France s'apprête à reconnaître officiellement l'État de Palestine. Annonce du chef de l'État au moment où les alertes humanitaires se multiplient à Gaza. Avec ces mots du président français sur X, j'ai décidé que la France reconnaîtra l'État de Palestine. J'en ferai l'annonce solennelle à l'Assemblée générale des Nations unies au mois de septembre prochain. En Israël, évidemment, l'annonce provoque la colère de l'État hébreu qui dénonce une aide au terrorisme et une récompense de la terreur. Opinion partagée hier soir sur notre antenne par l'ancien ambassadeur d'Israël. Je crois que la déclaration de Macron est une grave erreur politique et diplomatique pour tous ceux qui veulent voir un jour la paix régner au Moyen-Orient. Bruno Retailleau est bien décidé à se maintenir. Il ne voit pas de raison, je cite, à quitter le gouvernement. Les propos du ministre de l'Intérieur sur le chef de l'État, qui a parlé de la mort du macronisme, continuent de provoquer beaucoup de remous. Ces déclarations ne sont pas conformes à ce que l'on attend d'un ministre de l'Intérieur. Commentaire de Laurent Saint-Martin, le ministre en charge du commerce extérieur, invité ce matin dans la matinale de TF1. Et cette bonne nouvelle, les Français retrouvent le goût de la culture. La fin de la mauvaise passe liée au Covid, la fréquentation des lieux culturels retrouve son niveau d'avant-crise. Près d'un Français sur deux s'est rendu à un spectacle en 2024. Nette progression sur un an. Le reportage de Simon Kremer et de Laura Laïdi. Ce sont des chiffres qui rassurent tout un secteur. Jamais depuis la crise du Covid, les Français ne s'étaient autant déplacés dans les lieux culturels. Les musées, le cinéma, le théâtre, on y retourne parce qu'on avait envie d'y retourner. Enfin, on attendait juste que ça rouvre. On a une attitude différente aussi. On sait ce que ça veut dire être privé de ce genre de manifestation. Donc y être, on est beaucoup plus reconnaissant au fait qu'on a la possibilité de le faire. Plus de sorties au cinéma ou au théâtre en 2024. Une évolution des comportements liée à un besoin de repartager des moments à plusieurs, selon le directeur de l'étude. Il y a très peu de Français qui vont voir un spectacle, qui vont au concert ou qui vont au musée seuls. Donc c'est des moments de sociabilité. Ceci explique aussi pourquoi ça reprend après Covid. Dans ce théâtre parisien, la hausse des spectateurs est bien notable, mais cela a tout de même demandé des concessions sur les prix. J'ai augmenté le nombre de personnes, mais mon ticket moyen est descendu. Donc pour aller les chercher, c'était vraiment très difficile. Cette reprise de la fréquentation reste une aubaine pour les professionnels, durement frappés par les années de pandémie. Voilà le point sur l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, c'est votre rendez-vous. On ne plaisante pas avec l'info. Rebonjour à tous, on ne plaisante pas avec l'info sur LCI jusqu'à midi, ravi de vous retrouver. On le disait tout à l'heure, Emmanuel Macron a donc choisi les réseaux sociaux pour annoncer sa décision hier soir. La France va reconnaître la Palestine en septembre.
Vous lisez avec moi, fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient, j'ai décidé que la France reconnaîtra l'État de Palestine. Et d'ailleurs, c'est une annonce qu'il fera en septembre prochain à l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors, cette annonce d'Emmanuel Macron, ce n'est pas une surprise. Le chef de l'État en parlait d'ailleurs il y a quelques jours en ces termes. Et je crois à l'avenir de la solution à 2 États comme base d'une architecture de sécurité régionale qui permettra à Israël de vivre en paix et en sécurité avec ses voisins. Voilà, Emmanuel Macron le 10 juillet dernier. On va en parler avec nos brillants invités qui m'accompagnent ce matin. Agnès Buzyn, ancienne ministre, bonjour. Rina Bassist, correspondante de la radio israélienne à Paris, rédactrice au journal américain Al Monitor et ancienne diplomate. Bonjour à vous aussi. Gilles Montré, essayiste, philosophe et ancien diplomate. Et puis, bonjour à vous aussi, Yves Jégo, ancien ministre, directeur de la publication de la lettre du Made in France. Si vous le voulez bien, avant toute chose, on va partir en Israël, retrouver David Benaïm, qui est le correspondant TF1 LCI. David. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors comment est-ce qu'on prend cette nouvelle ce matin en Israël ? La classe politique est assez unanime ici, ce qui est assez rare, suite à la déclaration d'intention d'Emmanuel Macron de reconnaître la Palestine. Pour Benjamin Netanyahou, un État palestinien dans ces conditions serait une rampe de lancement pour anéantir Israël. Pour son ministre de la Défense, Israël Katz, cette reconnaissance est une capitulation face au terrorisme. Et le président de la Knesset va même plus loin. Il estime qu'Emmanuel Macron vient d'accorder un prix au Hamas pour avoir commis un massacre le 7 octobre. Même chose dans l'opposition. Pour Naftali Bennett, cette décision est un effondrement moral. Il a même insisté en disant que si vous tuez des Juifs, le monde vous offrira un État. Et c'est vraiment le sentiment des Israéliens qui sont toujours traumatisés par le 7 octobre et qui prennent cette décision d'un allié d'Israël comme une trahison. Il y a plusieurs choses qui surprennent. D'abord, le timing de cette annonce, alors que les négociations d'un cessez-le-feu sont toujours dans une impasse. Le Hamas, qui s'est félicité de cette reconnaissance à venir de la France, a rejeté une nouvelle fois hier tout accord avec Israël. Et le choc, c'est également le rétro-pédalage du président français, probablement influencé par la crise humanitaire. Macron avait établi comme précondition à une reconnaissance de la Palestine une démilitarisation du Hamas, une réforme profonde de l'autorité palestinienne. Il n'en est rien. Et surtout la libération de tous les otages. Or, il reste toujours 50 otages entre les mains du Hamas dans la bande de Gaza. Merci David Benaïm en direct de Tel Aviv. Évidemment, c'est une annonce qui, hormis Israël, suscite énormément de réactions. Écoutez, la représentante de la Palestine en France, Ala Abou Assira, c'était hier soir sur LCI. C'est un moment où la France montre qu'elle est fidèle à son histoire, fidèle à sa politique, fidèle au droit international, fidèle à la nécessité de octroyer le droit inaliénable à l'autodétermination du peuple palestinien, de vivre dans son État indépendant et souverain aux côtés d'Israël. Voilà, on a entendu les deux visions de la même annonce. Agnès Buzyn, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, en entendant cette annonce d'Emmanuel Macron ? En fait, je me suis posé la question de savoir ce que la France y gagne. Parce que la diplomatie, c'est évidemment un rapport de force, et il faut avoir des cartes en main, il faut les connaître. Et évidemment, la reconnaissance d'un État palestinien, c'est une forme de carte que nous avons. Or là, nous la posons sur la table. Avant d'avoir eu certaines garanties que le président de la République avait rappelées, qui étaient la libération des otages, le désarmement du Hamas et la réforme de l'autorité palestinienne, qui reste quand même un prérequis nécessaire si on veut vraiment une paix durable. Et donc là, on a abattu nos cartes. Et donc, je ne sais pas ce que nous y gagnons dans ce rapport de force pour que la France pèse. Et c'est cela qui m'inquiète, en fait. Quel va être maintenant le poids de la France dans des négociations internationales ? Yves Jégo, est-ce que vous pensez que la France a abattu toutes ses cartes en annonçant cette reconnaissance et qu'il n'y en aura donc plus ? On n'abat jamais toutes ses cartes, mais effectivement, c'est un pas important. Ce n'est pas une surprise s'agissant d'Emmanuel Macron. Il l'avait annoncé. Il y avait déjà un calendrier d'annonce, d'ailleurs, qui a été un peu décalé sur le temps. La question, c'est quoi la feuille de route pour la paix ?
elle est où derrière cette reconnaissance? Quel est le mouvement que ça peut engager? Il y a à l'ONU 147 États qui reconnaissent 148. ou 148 qui reconnaissent la Palestine. On sera sans doute le 149e. Il y en a 160 et quelques qui reconnaissent Israël. Des États ne reconnaissent pas Israël. Est-ce que si on veut aller vers une solution à 2 États, ce qui me semble être la logique à peu près partagée très largement de 2 États, y compris d'ailleurs par Netanyahou dans des propos passés sur ce sujet, comment on fait reconnaître Israël à ceux qui ne le reconnaissent pas aujourd'hui? Comment on devient chef de file d'un mouvement qui doit aboutir à la paix? Moi, j'avoue ne pas voir derrière cette réalité. Est-ce que c'est un élément ou une volonté de politique interne, parce qu'il y a effectivement les tensions et les filles utilisent beaucoup cette question, il y a des sujets multiples. J'avoue ne pas y voir très clair dans cette décision qui tombe là au début de l'été sur Twitter du président de la République. Rina Bassiste, est-ce que vous y voyez plus clair dans cette décision? Oui, il y a deux niveaux là. Il y a bien sûr le côté français et le côté israélien. Et là, les termes qui sont utilisés ici, je comprends bien, ça vient de personnes politiques, mais pour les Israéliens, je crois qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui sont étonnés. Pourquoi la France doit peser? Pourquoi la France doit gagner de cette démarche? Pourquoi la France doit être chef de file d'un tel ou tel processus dans le Proche-Orient? Or, si on veut vraiment arriver à une solution des 2 États, il faudra que ce soit les 2 peuples qui se parlent, sûrement pas la France qui n'était pas impliquée dès le début en fait, de 7 octobre. C'est qui a médié entre les 2 parties? C'est qui essaie d'arriver à un accord sur le relâchement des otages et pour le cessez-le-feu? C'est pas la France, avec tout le respect que j'ai bien sûr pour le président Macron. Il y a d'abord les Américains, il y a aussi Qatar, l'Égypte, des pays de la région qui jouent un rôle. Je ne suis pas du tout sûre que la France peut apporter quelque chose de constructif. Ça, c'est une chose. Après, côté israélien, et ça c'était bien rappelé, il y a cet étonnement. Pourquoi maintenant? Il y a beaucoup d'Israéliens, il faut le dire, il y a beaucoup d'Israéliens qui espèrent la paix, qui veulent avoir la solution des 2 États, qui veulent avoir un État juif, l'État hébreu, vivant en paix, en sécurité, à côté d'un État palestinien. La question est, pourquoi maintenant, au plein milieu de cette discussion pour le relâchement des otages, et dans une situation où, en fait, le président français écarte maintenant tout ce qu'il s'est engagé avant. D'abord, il n'y a pas une reconnaissance mutuelle de la part de l'Arabie saoudite, parce qu'on a vu l'Arabie saoudite qui a félicité le président Macron sans s'engager à reconnaître l'État hébreu. Et deuxièmement, bien sûr, toutes ces conditions, il faut d'abord que les 50 otages sont relâchés, il faudra avoir le cessez-le-feu, il faudra avoir une feuille de route pour l'administration de Gaza avant qu'on commence à parler de la solution des 2 États. Voilà, cette histoire de feuille de route que vous avez soulignée aussi, qui est un peu mystérieuse, on va dire. Gilles Mentré, quant à vous, on poursuit notre tour de table. Quand vous avez entendu, quand vous avez vu, peut-être même sur X, cette information, alors on s'y attendait parce qu'il avait dit qu'il le ferait, mais ça arrive un petit peu de manière surprenante comme ça sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous avez pensé? Alors on se dit qu'évidemment c'est la réaction à la situation humanitaire à Gaza, qui devient intenable. Et quand on voit les files, les foules de personnes en malnutrition, si ce n'est pas famine, on sent que c'est ça qui a dû pousser Emmanuel Macron à faire cette annonce. Simplement, moi je rejoins tout ce qui a été dit. On ne voit pas du tout en quoi le Gazaoui qui fait la queue pour obtenir de l'aide humanitaire aujourd'hui va se réjouir de la reconnaissance par la France d'un État palestinien. On est complètement à contretemps. Cette histoire de reconnaissance est une histoire diplomatique importante dans le cadre d'un processus qui dépasse largement cette actualité immédiate, qui vient de loin. Cette solution à 2 États, elle a été discutée depuis des années, qui doit aboutir à une reconnaissance mutuelle. Et là, j'insiste, et ça a été dit par les uns et les autres, une reconnaissance mutuelle. Et on ne voit pas pourquoi la France, lâchant la reconnaissance toute seule, sans être même capable d'entraîner les autres Européens. Parce que ce qui me frappe aussi, c'est que cette décision, elle est prise seule. Si on n'est pas capable de convaincre nos propres partenaires... L'Espagne l'a déjà prise. L'Espagne l'a pris. On voit bien que ça n'a eu aucune conséquence. Ça n'a entraîné personne. L'Espagne l'a pris avec l'Irlande et la Norvège. Il y a la Slovénie, oui, qui a rejoint depuis. Bon. Donc on voit bien qu'on n'arrive pas à entraîner. Si jamais
le but d'Emmanuel Macron est de mettre pression sur Israël. Il y a d'autres moyens. Il y a la question de l'accord d'association, il y a les questions commerciales, il y a les questions de droit de survol, etc., de l'espace européen. Mais là encore, il faut convaincre nos partenaires pour ça. Et on voit bien qu'on est très seul. On n'a pas réussi, il y a une semaine, à Bruxelles, à convaincre nos partenaires d'aller sur une révision de l'accord d'association. Et donc, cette voie solitaire, je me demande qu'est-ce qu'elle va porter. Et je voudrais un dernier point, c'est que, là on entendait Emmanuel Macron dire, moi je crois à la solution des États, je pense que... On est à un moment où le président de la République n'a plus de majorité en France, il a perdu des élections, et il parle au nom de la France, il le peut, puisque bien sûr, institutionnellement, il est le président de la République, mais peut-être qu'on aurait pu faire un débat au Parlement sur cette question-là, peut-être qu'il y aurait pu y avoir, en tout cas, déjà qu'on n'arrive pas à créer un consensus au niveau européen, on n'en crée même pas en France sur cette question-là. Et donc j'ai peur que cette annonce, isolée même au sein de son propre ensemble et de son propre pays, finalement n'aboutisse à rien.